Bienvenue à Éthique en pratique, un balado réalisé par l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Alain Deneau, professeur de philosophie au campus de Shippagan à l'Université de Moncton et professeur invité au département d'anthropologie à l'Université Laval. Auteur de nombreux essais, dont plus récemment Faire que l'engagement politique à l'ère de l'inouï, il est finaliste pour le prix littéraire du gouverneur général dans la catégorie essai. Bonjour, M. Deneau. Bonjour. D'entrée de jeu, on souhaitait vous poser une question sur vos travaux, spécifiquement en lien avec la notion d'économie. En fait, on observe que vos travaux sont traversés par cette notion-là. Vous avez fait votre thèse sur Simmel, entre autres, avec la philosophie de l'argent. Vous avez écrit plusieurs feuilletons théoriques sur cette notion-là, la foi, l'esthétique, la nature. On souhaitait commencer l'entretien avec une petite explication peut-être de cette compréhension-là que vous avez de l'économie et comment on peut la distinguer en fait d'une compréhension courante du mot économie et finalement comment cet exercice-là s'inscrit peut-être dans une volonté plus générale de restituer le langage ou d'utiliser les mots de manière appropriée. Ma formation est en philosophie, puis il m'apparaît clair que les concepts nous meuvent. Nous agissons en fonction des idées que nous cultivons et que forcément la langue, surtout la langue conceptuelle, est une chose fondamentale. Nous sommes tous philosophes, mais spontanément, nous sommes de piètres philosophes. Et le travail philosophique consiste à nous rendre collectivement aguerris. Partons d'un trauma, parce que c'est souvent ainsi que la pensée s'active. Et je vais répondre à la question, cela dit. Nous vivons une période absolument sans précédent, inouïe, vertigineuse, à savoir que le dérèglement du système Terre lui-même, l'affaissement de la biosphère en ce qui concerne l'économie de la nature, c'est-à-dire les modes d'organisation du vivant, nous plonge dans un désarroi collectif et aussi nous pousse à subir des mutations. Bon. Et la langue, justement, doit suivre. On ne peut pas être dans une période historique du point de vue du climat, du point de vue de la biodiversité, du point de vue des énergies, du point de vue de l'exploitation minière, du point de vue de l'organisation géopolitique, politique et juridique même. On ne peut pas être à ce point soumis à des dérèglements et des transformations fondamentaux et continuer à parler une langue un peu standard, un peu médiocre, un peu comme ça convenu. Et force donc est de considérer que le monde se transformant, tôt ou tard, mais plutôt que tard, il faudra radicalement redéfinir le terme économie. Économie ne pourra pas longtemps être le cache-sexe du capitalisme, le terme ennoblissant. La façon qu'ont les organisations du capital de se donner un prestige, une forme de noblesse, ce que le mot économie leur permet de faire. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'ôter l'économie aux économistes, parce que ce terme, avant que les économistes s'en emparent, se trouvait central, et donc présent, dans un très grand nombre de disciplines. C'est-à-dire qu'en théologie, dans les sciences de la nature, en linguistique, en esthétique, en médecine, en biologie, dans la psychanalyse, la métapsychologie, et j'en passe. Le mot économie lui-même était central dans les corpus conceptuels et il l'était évidemment
évidemment, sans désigner quoi que ce soit d'apparent à des enjeux de production, de consommation, de distribution, de thésaurisation, de comptabilité et de management and marketing. Ces référents que je cite là font partie d'une économie tout à fait régionale, comme on dit en philosophie. C'est-à-dire c'est un champ spécifique, oui, particulier, où le mot économie peut convenir pour définir des formes d'organisation d'éléments du savoir. Bon. Mais l'économie elle-même, dans l'histoire, a désigné cela dans tous les champs d'activité imaginables. Et autrement dit, le mot économie, si on le restitue d'une manière conceptuelle et si on essaie d'en dégager une définition générique à partir de différents usages dans les sciences de la nature, en biologie, en droit, en linguistique, en esthétique, en théologie, ainsi de suite, eh bien, on pourrait dire de lui, de ce terme, qu'il signifie ce qui relève d'une connaissance des relations bonnes et escomptées entre des éléments étrangers les uns aux autres. Autrement dit, il y a économie lorsqu'on agence d'une manière féconde, significative, sensée, des éléments épars. C'est là qu'il y a une économie. C'est tout. C'est tout. En termes conceptuels, c'est tout. Donc, si, par exemple, là, je pourrais débiter des exemples, ça serait long, mais je peux en donner quelques-uns. En théologie, pas seulement chez Saint Paul dans le Nouveau Testament, qui est présenté comme un économe, tout de suite. Littéralement. C'est le terme grec dans les manuscrits les plus anciens que nous ayons, mais chez les pères de l'Église, Tertullien, Irénée, Hippolyte, le mot économie est central. Il n'y a pas de théologie sans ce mot-là. Et le mot économique, que désigne-t-il? Il désigne un rapport qu'il y a entre la transcendance, un principe, à l'époque c'était Dieu, bon, un principe comme ça abstrait, souvent un peu encrypté, bon, inaccessible, pur, et des formes d'incarnation. Et au fond, le principe abstrait épaule, étalonne, fonde, justifie l'institution sensible. Et l'institution sensible médiatise un principe. Et ça vaut pour la théologie, mais si on comprend un peu l'histoire de l'Occident, cela vaut pour toute institution. L'université, par exemple. Bon, l'université, c'est peut-être un concept. Vous pouvez lire Bill Readings, vous pouvez lire Noam Chomsky, vous pouvez lire Humboldt, vous pouvez lire des penseurs de l'université qui, au fond, définissent quoi? Non pas telle ou telle ou telle université circonstancielle, mais l'université dans son concept. On a un concept d'université qui fonde telle ou telle université qu'on va créer dans telle ou telle ville dans le monde. Si on est à Québec, à Shippagan, à Ottawa, à je ne sais trop quoi, à New York, qui confondent une université, c'est en fonction d'un principe. Et au fond, l'université, sur un mode sensible, par exemple ici sur ce campus, est constituée d'immeubles qui renvoient à des disciplines qui supposent une attente par rapport à des cours, de la recherche, des enseignements, ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, on sait que cette institution est assez corrompue, mais bon, il y a quand même des formes qu'on reconnaît. Bon, et cette incarnation-là, circonstancielle, sensible, occurrente, est aussi un média du concept. C'est-à-dire qu'on peut passer par ce bout-là aussi, plus quelque chose de sensible, bon, et puis dire, cette université-là, occurrente, me donne à penser ce qu'est l'université dans son concept. Quoi. Bon, et il y a une interaction. Ça, c'est l'économie en théologie. Dans les sciences de la nature, c'est un petit peu moins emberlificoté. C'est cette idée que, au-delà de la taxinomie, là, du classement des espèces, ainsi de suite, l'économie de la nature renvoie à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Puis le mot écologie est assez récent. Avant de parler d'écologie, on disait quoi? On disait l'économie de la nature. Carl von Linné, en 1749, écrit un livre intitulé « L'économie de la nature ». Et qu'est-ce que c'est que l'économie de la nature? C'est la pensée des agencements, des interactions dynamiques entre espèces dans un lieu donné, eu égard au climat, à la qualité du sol, à la flore, bon, ainsi de suite. Donc ça, c'est une économie, c'est un agencement. On pourrait dire la même chose de la biologie, on pourrait dire la même chose d'un discours, d'une pièce de théâtre, d'une œuvre d'art, d'un fonctionnement psychique où on compose avec des affects par rapport à des symboles dans un monde où il y a des interdits, la morale, ainsi de suite. Et l'économie, en fait, c'est un terme... Bon, pourquoi faire cette recherche-là? Disons, ça c'est l'aspect, disons, plus théorique, bon, philosophique, peut-être un peu barbant, là, mais qui renvoie à ce que Michel Foucault aurait peut-être appelé une archéologie, et qu'on peut aussi
rapproché d'une discipline qui est la philologie, qui est l'étude du langage dans son évolution. Et j'ai senti nécessaire de faire tous ces rappels historiques des usages du mot économie. C'est pas moi qui projette, c'est pas moi qui dis on pourrait appeler ça l'économie. Dans le texte, c'est l'économie. Un siècle avant Jésus-Christ, Denis d'Halicarnasse pond la première recherche en art oratoire, de rhétorique, et il utilise le mot économie pour parler de l'agencement du discours. C'est pas moi. Bon, c'est comme ça dans 1000 occasions. Et j'ai voulu faire ça parce que très souvent, quand on voulait faire les fines bouches, parler d'économie d'une manière un peu docte, un peu savante, un peu comme ça, spirituelle, sans tomber dans les affaires vénales d'argent, de corruption, d'investissement, puis de profit, eh ben, tout de suite, on passe au grec. On passe de l'idéologie à l'étymologie. Comme s'il y avait un accès immédiat. Là, on se met à parler d'oikonomia, la loi de l'habitat, qu'au fond, au début, on gérait une maison, et puis aujourd'hui, on gère un État, mais c'est un peu pareil. Puis et on fait les fines bouches, on cite Aristote puis Xénophon, puis on se pense bien savant. Mais ce qui est ridicule dans cette espèce de remonter à la source, c'est que l'oikos, chez les Grecs, ne veut absolument pas dire la maisonnée comme on la pense dans notre régime libéral. Dans notre culture comme ça, où au fond, la maisonnée, c'est l'endroit où, derrière les portes closes, on fait toutes nos sales petites affaires, puis on est comme à couper du regard. L'oikos était une composante de l'activité politique et agricole grecque. Et l'oikos, c'était quoi? C'était la lignée, le nom propre, le domaine, le patrimoine, c'était les ancêtres, c'était tellement de choses. Il n'y a rien à voir avec notre maison. Et puis aussi, quand on fait cette espèce de descente comme ça, cette dégringolade vers l'étymologie, on fait l'impasse sur ce qu'il y a entre les deux. Entre l'usage premier du mot, qui était très complexe, déjà plein d'analogies, et aujourd'hui, il y a la philologie, c'est-à-dire comment le mot a évolué. Et j'ai voulu faire ça pour montrer la visée politique, parce qu'au-delà de l'archéologie et de la philologie, il y a une visée politique. C'est de donner au commun, démocratiquement, une définition générique de l'économie qui ne soit pas celle des sciences économiques. Les sciences économiques se sont appropriées le mot, là, je ne vais pas faire toute la genèse, on en aurait pour 1 heure, mais se sont appropriés le mot, à partir notamment de l'économie de la nature, de l'agriculture, ainsi de suite, et ont en quelque sorte confisqué tous les sens, sauf le leur. Et ont prétendu que leur sens, leur acception était l'acception tout court, avec un A majuscule, que c'était la définition. Ça a tellement marché que si vous lisez aujourd'hui un dictionnaire généraliste comme le Robert, le Larousse, la définition qu'on vous donnera, c'est celle des sciences économiques, comme si c'était la définition, alors que ce n'est qu'une définition régionale parmi une très longue série. Et moi, j'ai voulu, en quelque sorte, remettre les économistes à leur place, ils ne sont pas habitués, contester le fait que leur science, leur discipline puisse se réclamer en propre du mot économie, ce mot économie, non, qui doit être donné en partage à toutes les disciplines. Ce qu'elles font, ce n'est pas de l'économie spécifiquement, c'est de l'intendance, de les ramener à ce qu'elles font. Donc, ce sont le domaine de l'intendance, de la gestion, un peu comme ça, prosaïque. Et le mot économie étant au carrefour de toutes sortes d'usages. Et s'il y a lieu de donner une définition générique à l'économie, je dirais que c'est la connaissance des relations bonnes. Et je me pensais bien original quand j'ai proposé cette définition-là, mais je me suis rendu compte en lisant le dictionnaire Poitvin de 1860 que c'est exactement la définition qu'on donnait à ce moment-là. Vous parlez de reprendre l'économie aux économistes. Vous parlez d'une certaine forme d'archéologie de l'économie, de repenser l'économie, la reconceptualiser, si je peux dire. Vous avez aussi parlé de gestion dans votre fin de réponse. J'aimerais savoir, selon vous, comment votre intérêt puis votre manière de conceptualiser l'économie vous a amené à réfléchir aux multinationales d'une part, puis comment ça vous a permis de comprendre comment les multinationales profitent d'une conception aussi restreinte aux sciences économiques, aussi appauvrie, si je peux me permettre, de l'économie telle qu'on la conçoit en ce moment. J'apprécie la question, puis elle me permet d'être honnête. Puisque de toute façon, nous nous inscrivons sous le signe de l'éthique ici, ce serait bien malvenu de mentir ou de prétendre. Nous ne sommes pas, nous, sujets humains, aussi cohérents que nous le prétendons a posteriori. Moi, je pourrais être opportuniste, écouter votre question, puis dire, voilà, tout ça est réfléchi, c'est dans une forme
de dessin originel, voilà, que je vous décris. Hein. À 8 ans, je voulais faire une thèse. Bon, voilà, c'est pas ça du tout. Et en fait, il y a eu un parallélisme, effectivement, avec des interactions. Parce que quand j'ai fait ma thèse entre 1997 et 2004 à Paris, je la faisais sous la direction de Jacques Rancière et je me suis intéressé à Georg Simmel. J'ai travaillé sur la philosophie de l'argent pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer. Il m'a semblé clair et stupéfiant en travaillant sur l'œuvre de Georg Simmel, notamment ce livre Philosophie de l'argent, plus précisément Philosophie des Geldes en allemand, Geld renvoyant à toute la chaîne de signification autour de la valeur, là, contrairement à l'argent qui renvoie à un minerai en français. Bon, la valeur étant un thème philosophique absolument central au 19e siècle, donc c'est pour ça que Simmel s'est inscrit dans cette lignée-là, sémantique. En travaillant là-dessus, voilà, je me suis intéressé au fait que le mot économie, en allemand et en français aussi, dans ces années-là, était polysémique. Il avait plusieurs significations. Je l'ai découvert à ce moment-là. Et donc, ça m'a intrigué. J'ai conservé avec moi cette problématique et je l'ai approfondie dans cette série de titres, le feuilleton théorique que Lux Éditeur a bien voulu faire paraître en m'accompagnant. Parallèlement à cela, j'ai fait une rencontre formidable avec un autre maître, qui est François-Xavier Verschave, qui est un économiste spécialiste de l'Afrique et qui s'est intéressé aux relations de domination néocoloniale de la France avec ses anciennes colonies. Bon, je l'ai accompagné dans son travail, il était très inspirant. Il est décédé malheureusement en 2005, de manière foudroyante, et il m'a laissé un petit peu avec une sorte de charge qui était de poursuivre son travail, mais quant au Canada. Donc, je me suis intéressé au rôle du Canada en Afrique, puisque lui, il avait fait ce travail-là quant à l'histoire de France. Et cela s'est fait parce qu'au fil de nos conversations, je lui faisais remarquer que quand je l'accompagnais dans ses recherches sur les relations france-africaines de type néocolonial, je tombais sur des cas canadiens. Déjà, tiens, c'est étonnant. Bon. Et ça m'a amené à travailler sur les sociétés minières, ensuite sur les banques, ensuite je suis revenu à des enjeux plus franco-français en travaillant sur la société énergéticienne Total, qui s'appelle aujourd'hui Total Energies. Je l'ai dit en anglais parce qu'il n'y a pas d'accent aigu sur le E, puis le capital vient beaucoup des États-Unis. Et donc, en travaillant sur toutes ces entités-là et sur les paradis fiscaux, les législations de complaisance, ainsi de suite, dans tout un autre champ de mon travail, je me suis intéressé sur un plan conceptuel à la multinationale comme un sujet politique. Et j'ai voulu présenter la multinationale comme n'étant pas strictement une entreprise soumise à des lois, comme si l'État, tel qu'on nous l'enseigne au cégep, là, avait le monopole du pouvoir, que le pouvoir c'était l'État, que l'entreprise est soumise à l'État parce que c'est une entité de droit évoluant en fonction du droit garanti et déterminé par l'État, ainsi de suite. J'ai voulu, au contraire, montrer que dans l'ordre de ce qu'on appelle pudiquement la mondialisation, qui est le capitalisme à son état avancé là, au XXIe siècle, la multinationale est un sujet souverain, qui a une forme de souveraineté. La multinationale arrive à peser sur le cours historique des choses en exerçant un pouvoir d'une manière spécifique et qu'il fallait, au fond, se donner des outils conceptuels pour penser sa spécificité, sa force et sa subjectivité. On ne pouvait pas simplement transposer la définition qu'on a du pouvoir pour l'État à la multinationale. Et donc, je me suis intéressé à la multinationale comme étant une entité qui fait de la géopolitique, pèse sur le cours historique des choses, négocie, s'impose, mais sans du tout avoir les responsabilités de l'État, en étant tout à fait soumise à un actionnariat. Je ne sais pas si le pont est adéquat à ce moment-ci, mais depuis quelques décennies, quand même, l'administration publique au Québec ou en Occident s'est accordée avec un modèle de gouvernance inspiré de ces impératifs-là, d'efficacité,
de performance. Puis, quelles sont les conséquences de la gestion pour la gestion de manière concrète? Ben, on peut oui, faire une sorte de transition entre la multinationale et son organon théorique. La multinationale, si on la voit comme un sujet souverain, est une entité qui arrive à faire valoir une lecture du monde, une idéologie particulière. Elle a horreur de la mémoire, elle a horreur des archives, elle a horreur de l'histoire. On n'enseigne pas l'histoire de ces entités-là. On est dans une sorte de pur présent. On a un rapport à la loi qui est un rapport faussement humble, qui consiste à dire, nous, on ne fait pas de politique, on se soumet à la loi, quand on agit, c'est légalement, on respecte les lois. Bon, d'une part, c'est toujours ce qu'on va dire, hein. C'est pour ça qu'on est très chatouilleux quand les gens nous critiquent, parce qu'on dit, ben voilà, oui, on a pollué, mais c'était légalement, oui, on a armé des factions rebelles, mais c'était en toute légalité. Oui, nous avons transféré artificiellement des actifs aux Bermudes, mais c'était dans le cadre de la loi. Oui, nous avons contribué à la contamination d'un site naturel, mais nous l'avons fait en respectant la réglementation, parce qu'après tout, la multinationale, en quelque sorte, jouit d'être éclatée en une myriade d'entités spécifique. La multinationale, en fait, elle n'existe pas. Une multinationale, ce n'est pas un sujet de droit, c'est une myriade d'entités indépendantes les unes des autres, qui répondent du droit de l'État où elles ont été créées. Donc, si, par exemple, vous prenez une multinationale dans le domaine de l'agro-industrie ou la pharmacologie ou l'informatique, cette entité-là, en fait, sera un réseau de filiales qui seront créées en Arabie Saoudite, au Myanmar, en Russie, en Inde, au Chili, au Canada, en Argentine, et ainsi de suite, et qui répondra du droit sur place. Donc, quand on va dire, nous, on respecte la loi, on va dire, en Arabie Saoudite, on respecte scrupuleusement la loi en ce qui concerne le droit des femmes. Quand on va au Myanmar, on respecte scrupuleusement la loi en ce qui concerne le droit du travail. Lorsqu'on est en Alberta, on respecte à la lettre les normes environnementales. Quand on est aux Bermudes, on est soumis au droit fiscal qui prévaut là-bas. Et au fond, on est dans un ordre où la loi, telle qu'elle est élaborée par des États qui sont souvent soumis au rapport de force qu'instaure la multinationale, est ultra permissive. Et on est dans une sorte de cauchemar de Hegel où, plutôt que d'avoir un État qui, dans son principe même, c'était l'idée même de l'État chez Hobbes, chez Hume, chez Rousseau, chez Spinoza, même chez Machiavel, hein, ou plutôt qu'avoir un État qui, au fond, sort les communautés de l'état de nature, de la loi de la jungle, on a un État qui, au contraire, légifère la loi de la jungle. C'est plutôt que de dire on va sortir les êtres humains de la lutte de tous contre tous, de l'absence absolument de règles, l'absence complète de garanties en ce qui concerne la sécurité, la propriété, ainsi de suite, hein, une grammaire de la vie civique, plutôt que de sortir l'être humain de cette noirceur pour lui donner des règles. On va utiliser un État, les Bermudes, l'Irlande, le Canada, les îles Vierges britanniques, on va utiliser un État pour se donner des lois qui permettent la loi de la jungle, comme en privilégiant évidemment les plus puissants. Donc, seuls eux accèdent à ces États-là. Bon. Et la multinationale vous dira, après coup, qu'elle ne fait pas de politique, qu'elle obéit à la loi étant la loi du pays où la filiale est inscrite, mais qu'elle fait de la géopolitique. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse quand même à une loi, mais à une loi supérieure, qui est une loi au sens presque scientifique du terme, comme on parlerait de la loi de la gravité. Là, on va parler de la loi de la mondialisation. On va parler de la loi de l'offre et de la demande. On va parler de la loi de la concurrence. Hein, on va parler de la loi du plus fort. Et on va dire, nous, c'est pas la loi du
de l'État canadien qui nous intéresse. C'est pas la loi de la République française, c'est pas la loi du Chili qui nous intéresse. Nous, c'est une loi mondiale, transcendante, qui asservit les États. Hein? Et parce que s'ils ne respectent pas cette espèce de loi présentée comme naturelle et supérieure, ils le disent eux-mêmes, ils périssent. Hein? Il y a les gagnants, les perdants. Les gagnants, c'est ceux qui respectent la loi que nous, multinationales, on est capable d'imposer. Et donc, on agit sur le plan d'une loi qui a plus rien de juridique. La loi juridique, c'est la loi du gnochon. Hein, c'est la loi du pense-petit. Nous, on a des lois sur le plan d'une fausse nature. Quoi. Bon, la gouvernance dans tout ça, elle est l'organon intellectuel pour les entités. Dans un premier temps, on a recyclé ce mot de gouvernance dans le monde anglophone après la Deuxième Guerre mondiale, quand les premières multinationales sont apparues. Parce que vous aviez jusqu'alors des entreprises à papa. C'était plutôt ça, le capital, là, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, sauf des grandes entités comme des banques, puis la Standard Oil, puis quelques-unes. Mais finalement, les multinationales, c'était plutôt des entreprises qui étaient dans le domaine du textile, qui étaient dirigées par des gens qui habitaient la même ville que les ouvriers, pas les mêmes quartiers, mais la même ville. On pouvait distinguer la haute ville, la basse ville. Je n'ai pas besoin à Québec de vous faire un dessin. Donc, il y avait des distinguos comme ça de quartiers, mais on avait un capitalisme qui était quand même assez circonscrit. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la multinationale, comme modèle, est devenue partagée. Alors, tout d'un coup, il y a étant donné que la Deuxième Guerre mondiale s'était passée à l'échelle mondiale et que le militaire est souvent à l'avant-garde de l'évolution du civil, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu des entreprises qui étaient en fait déjà actives à l'échelle mondialisée. Si vous devez nourrir des GIs partout dans le monde, après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez tout ce qu'il faut pour créer McDonald's. Hein, parce que vous avez déjà, en quelque sorte, pensé un appareil de production homogène à l'échelle mondiale. Donc là, vous aviez des entités mondialisées qui n'avaient pas vraiment de théorie pour penser leur pouvoir. Quelle est la répartition du pouvoir entre les actionnaires, les dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres intermédiaires, les ouvriers, les syndicats, les fournisseurs, les clients qui pouvaient toujours s'organiser sous la forme d'un groupe de consommateurs, ainsi de suite. Donc, il fallait penser cette organisation-là. Puis comme on se paye beaucoup de mots dans ce domaine-là, puis on est assez empoulé, mais on a appelé governance. Hein, la théorie voulant compenser la répartition du pouvoir. Puis c'est un petit peu comme si, au fond, la governance, c'était dans ces années-là, après les 50, 60, là, c'est comme si elle agissait à la manière d'une constitution pour les États, mais appliquée aux entreprises. La governance, c'était la constitution de l'entreprise, hein, où on répartit les sphères de pouvoir. Et Margaret Thatcher, années 70, Royaume-Uni, Ronald Reagan, années 80, États-Unis, Brian Mulroney, Canada. Brian Mulroney, le grand Brian Mulroney, qu'on a tellement pleuré quand il est mort, alors qu'on le méprisait de son vivant. Et d'autres acteurs de premier plan partisans d'un libéralisme déchaîné ont inversé la comparaison. Ils se sont dit, au fond, c'est comme ça qu'on peut le résumer, ce n'est pas tant la Constitution qui est le modèle de la gouvernance d'entreprise, c'est la gouvernance d'entreprise qui est le modèle de la Constitution. C'est que l'État va se comporter comme une entreprise et non pas l'inverse. C'est Margaret Thatcher, la première, qui a vu en la governance une façon de penser l'État. C'est-à-dire comment on pense la répartition du pouvoir, la règle des droits et des devoirs, de la surveillance, du rationnement. Hein? Et l'État, peu à peu, s'est inspiré de l'entreprise privée pour penser son propre fonctionnement. Et là, ça a percolé. Parce que le terme est devenu un fétiche des États eux-mêmes, mais aussi de toutes sortes d'organisations internationales, l'ONU, ce qu'on appelle des think tanks, là, des instituts privés, où ce terme-là, en fait, est devenu subventionné. Donc, si vous étiez universitaire, syndicaliste, responsable d'une organisation indépendante, gestionnaire d'un musée, on vous sommait pratiquement d'utiliser le mot gouvernance si vous vouliez des subsides. Des fonds. Là, évidemment, à l'université, comme on perd tout esprit critique quand il y a de l'argent et qu'on bave devant lui, on s'est mis à utiliser tous les termes idéologiques de l'heure simplement pour avoir du pognon. Et donc, on s'est retrouvé avec ce vocable-là, gouvernance, qui,
au départ, pouvait s'expliquer. Moi, j'ai rien contre la gouvernance si elle se restreint à la théorie d'une organisation privée. Bon, c'est pas mon fort, je peux la critiquer, ainsi de suite, mais au moins, elle est à sa place. Mais là, le problème, c'est qu'elle est devenue la théorie de toute forme de gestion et elle a fini par se substituer à la politique. Parce que la gouvernance, en fait, est devenue le terme passe-partout pour penser toute forme d'organisation, y compris dans le champ politique, au point de remplacer la politique. C'est-à-dire que la gouvernance est une théorie qui, appliquée au champ de la politique, consiste à non plus subordonner la gestion à la politique, mais à remplacer la politique par la gestion et à faire comme si, au fond, tout n'était qu'affaire de gestion. Et c'est une façon un peu subliminale de donner à penser qu'il n'y a plus de politique. Non, c'est la fin de l'histoire, on connaît la chanson, il n'y a plus de politique. Tout ce qu'il y a, au fond, c'est un monde libéral qui passe pour normal. C'est l'extrême centre, hein, c'est-à-dire qu'on présente la politique, au fond, la politique néolibérale comme étant la seule possible. Hein, There is no alternative là, de Margaret Thatcher, là, le TINA. Hein, et puis, à partir de là, ben, tout ce qui compte, c'est de bien gérer. Et au fond, il n'y a plus de politique, il y a de la gouvernance, c'est-à-dire il y a de la gestion. Mais quand il y a des élections, par exemple, on est, au fond, les concitoyennes, concitoyens, un comité d'embauche qui vote pour la meilleure personne, la plus compétente pour faire la job, parce qu'il n'y en a qu'une envisageable. Et ça, on a appelé ça gouvernance. Et ce mot-là, qui est au fond le maître mot de tout un corpus lexical, domine un champ où tout d'un coup, vous n'avez plus la souveraineté populaire, mais l'acceptabilité sociale. Vous n'avez plus l'écologie politique, mais le développement durable. Vous n'avez plus un public, mais des clients. Hein? Et là, tout le vocabulaire passe dans le champ du privé. Et tellement qu'on a l'impression, quand on rentre dans un hôpital, dans une bibliothèque publique ou dans un musée ou dans une université, qu'on devient des clients et que tout est commercial. Tout est soumis au principe du commerce. Il n'y a plus, autrement dit, dès qu'on tombe dans le registre de la gouvernance, on gomme, du point de vue des prémices de ce terme, tout un ensemble de réalités politiques comme le service public. Il n'y a plus de service public. Dans l'ordre de la gouvernance, il y a une marchandisation de tout. La théorie de la gouvernance, comme vous le décrivez bien, qui s'est introduite dans l'administration publique, on a vu des valeurs associées au marché être introduites, on a vu des indices de performance, une gestion axée sur les résultats, et ainsi de suite. Vous l'avez dit, cette transposition-là de la gestion s'est faite sur la sphère politique, d'où ce qui vous a mené à conceptualiser l'extrême centre. Oui. Puis, par la suite, cette gouvernance-là, au-delà de la politique, s'est introduite dans les vies des personnes. Comme l'exemple que vous avez montré, on arrive dans une université, puis on est certes un étudiant, mais aussi un client. Même l'université est rendue commercialisée. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait donner. Mais j'aimerais comprendre, est-ce que cette manière dont la gestion et la gouvernance est introduite dans nos vies, au plus profond de nos vies, a un impact sur ce que vous appelez la médiocratie? Est-ce que c'est ce qui la façonne? Est-ce que c'est ce qui est en amont ou en aval, d'une certaine manière? Les trois concepts fonctionnent de pair, en effet. J'ai écrit et fait paraître presque coup sur coup gouvernance, la médiocratie politique de l'extrême centre. Et au fond, il s'est agi de trois façons de cerner un même problème selon différentes modalités. Je dirais de la gouvernance qu'elle constitue la théorie, une sorte de théorie politique d'un monde soumis à la logique des affaires. Bon. Et on gère tout comme si tout correspondait au modèle privé des affaires. Même un hôpital, bon, ainsi de suite. La médiocratie concerne, sur un plan plus moral, au sens des mœurs, une pensée des modalités, en comment on s'organise pour coïncider avec les attentes d'un tel régime. Les politiques de l'extrême centre me renvoient à la politique, comment la politique s'organise, elle, là-dedans, d'un point de vue institutionnel. Bon. Donc, si on essaie de rafistoler tout ça, on peut se dire, bon, la théorie de la gouvernance, j'en ai assez bien parlé, là, c'est de façon de réduire tout fonctionnement organisationnel à des principes clientélistes et affairistes.
La médiocratie consiste à rendre tout un chacun interchangeable selon un standard faussement moyen. Bon, ce qui m'a intéressé avec la médiocratie, c'est de rappeler, au fond, que ce qui est médiocre n'est pas mauvais, contrairement à ce qu'on peut penser dans l'usage courant du terme. La médiocrité renvoie simplement à ce qui est moyen. Alors, si vous dites un architecte médiocre, c'est un architecte qui a fait plusieurs des pavillons qu'on retrouve sur ces campus-là. C'est fonctionnel, ça ne s'écroule pas. Hein? C'est sûrement pas beau, c'est pas tout à fait laid, c'est médiocre. Hein? Voilà, c'est médiocre. Il y a des portes, il y a des fenêtres, bon, ça tient. Bon, il y a une petite décoration ici, parce qu'il faut quand même que ça soit joli, mais c'est seulement signalétique, ça dit « Regardez, je suis joli ». Bon, mais c'est pas joli, ça dit que c'est joli. Bon, voilà, ça, c'est médiocre. Mais un travail d'architecte mauvais, ça serait un travail plein d'amiante, qu'il faudrait recommencer, qui chancellerait au vent. Bon, là, ça serait mauvais. Puis là, supérieur, c'est quand là, tout d'un coup, il y a de la créativité. Il y a de la conviction, ça serait ce qui est souvent. Non, mais on le sait quand on voit la chaîne sémantique, qu'en français, on ne dit pas la moyenneté, on dit la médiocrité. On dit la supériorité, l'infériorité, la médiocrité, c'est cette façon moyenne d'agir. Et on est tous médiocres un jour ou l'autre. On fait l'omelette médiocre, on a la compréhension médiocre de ce qu'est l'histoire de la Hongrie. Je dirais, on est un cycliste médiocre, et c'est fort bien. Le problème, c'est quand la médiocrité fait l'objet d'une injonction. Lorsqu'on nous enjoint d'être moyen. Et lorsque cette moyenne-là n'est pas réfléchie sociologiquement, politiquement, démocratiquement, mais lorsque cette moyenne est imposée comme un standard intéressé de la part d'instances qui ont le pouvoir de dire « ceci, c'est la moyenne ». Tu dois, en moyenne, être capable de remplir tant de formulaires, de sourire tant de fois, de te comporter de telle façon, d'avoir tel corpus de connaissances et tel corpus d'ignorance. Il y a des choses que tu dois ignorer. Bon, et tu dois avoir tel désir, vouloir tel type de voiture, tel type de voyage, tel type de produit de beauté. Voilà, ça, c'est ça la médiocratie. C'est quand on nous oblige à correspondre à ce qu'on a le pouvoir de présenter arbitrairement comme étant la moyenne. Bon, ça, c'est la médiocratie, c'est le pouvoir du moyen. Hein? Et là, le moyen, voyez-le de toutes les façons. Le moyen de subsistance, le moyen, l'argent, hein, le moyen pour arriver à ses fins. Mais ce moyen-là, c'est aussi une sorte de faux... C'est pas une médiane, c'est même pas une moyenne. C'est un discours idéologique qui force le trait et qui dit « Je proclame moyen un comportement qui me convient, moi, entreprise, moi, banque, moi, pouvoir ». Parce que je souhaite faire marcher au pas une population dont j'ai besoin pour travailler, pour consommer, pour penser, pour coordonner. Bon. Donc, la moyenne, à ce moment-là, consiste à être interchangeable. Et ce qui nous joue des tours, c'est qu'être médiocre est très exigeant. On pourrait penser que parce qu'on travaille dur, on mouille sa chemise, on est fatigué le vendredi au terme de sa semaine, quand on prend sa bière du vendredi soir, on se dit « Waouh, j'ai bien travaillé ». Il n'empêche qu'on a pu être médiocre tout le temps. C'est-à-dire faire des choses moyennes et toujours devoir répondre à un certain standard, faire fonctionner la machine, remplir les formulaires, dire bonjour à la bonne personne de la bonne manière, utiliser les mots-clés, hein, se bourrer le mou de toutes sortes de termes idéologiques qui satisfont son entreprise, mais jamais aller au-delà. Jamais s'essayer à une chose exigeante, surtout pas sur le plan des principes. Jamais dire non, cher patron, ce produit-là, je ne le vendrai pas parce qu'il est mauvais ou il n'est pas destiné à tel type de client et j'abuse de ces gens en vendant quelque chose d'inutile. Ou bien, non, il a été programmé pour briser en tant de temps, ce qui est écocide et je ne participe pas à cette supercherie ou à cette nuisance. C'est impossible. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit que parce que tout ça est quand même lié au monde du travail, à quel point en droit, les principes démocratiques restent quand même finalement de pure forme. Parce que vous avez dans le droit des droits fondamentaux qu'on chérit, qu'on vante, qu'on chante, qu'on loue, et qui ne s'appliquent qu'à la marge. Parce que dans le droit, vous avez d'autres droits qui nient le droit. Je donne 2 exemples. Les règlements à l'amiable dans un procès qui font que le moindre torchon signé dans un rapport de force
avec des entités qui ont 20, 100, 1000, 2000, 10 000 fois les moyens dont vous disposez vous, donc dans une inégalité de rapport spectaculaire, peuvent vous faire signer quelque chose qui consiste pour vous à abdiquer vos droits prévus par la Constitution, prévus par la Charte. Hein, tout d'un coup, vous dites, c'est une façon, on ne l'écrit pas comme ça, mais ça revient à ça. Ça veut dire, j'abdique ma liberté d'expression. J'abdique ma liberté d'association. J'abdique tout parce que j'ai un connard en face de moi qui a les moyens de m'écrabouiller financièrement si je ne négocie pas sur un plan inégal. Et vous voyez que la Constitution, tout à coup, ne vaut rien parce qu'elle ne nous défend pas d'une manière inconditionnelle. Elle est conditionnelle. Hein, n'importe qui peut nous amener, en quelque sorte, à nous en désolidariser, ou à nous en éloigner. L'autre chose, ce serait le droit du travail. Parce que le droit du travail nie tous les droits. Hein, vous n'avez plus la liberté d'expression dans le droit du travail. Il faut que vous parliez comme l'entité qui vous embauche. Sinon, c'est de l'insubordination. Et c'est illégal, ça. Enfin, je veux dire, c'est un motif de congédiement. Donc, vous devez être subordonné du point de vue non seulement du langage, mais de la pensée, du discours, et éventuellement même de votre ethos. Vous devez apprendre à sourire. C'est impératif. Alors, si vous allez dans un restaurant minute, puis vous regardez un peu les consignes, parce que parfois c'est écrit sur la caisse, la première consigne, c'est souriez. Donc, on dit à l'employé, sois heureuse. Je t'embauche et j'ai à ma disposition ta psyché et tes affects, et je t'enjoins d'être heureuse. Hein, et mon rapport de subordination, ton rapport de subordination à moi t'oblige à avoir des affects qui correspondent à ceux que je t'impose. Et donc là, vous avez évidemment, il y a toujours en droit libéral un tour de passe-passe qui consiste à dire oui, mais la personne n'est pas obligée de travailler pour elle. Alors, je vais revenir à l'argument de Karl Marx. Il est vrai que telle personne n'est pas obligée de travailler pour Ashton. Okay? Elle n'est pas obligée de travailler pour Ashton. Elle n'est pas obligée de travailler pour IGA. Elle n'est pas obligée de travailler pour Walmart. C'est vrai. Mais elle ne peut pas, comme prolétaire, ne pas travailler pour le capital. Et comme le capital fonctionne toujours selon ces modalités de gestion-là, elle est toujours soumise à une abdication de ses pouvoirs pour pouvoir gagner sa croûte. Et donc là, il y a toujours cette façon, au fond, de faire miroiter des droits qu'on s'assure de garder hors de portée des subordonnés et des dominés. Vous avez abordé dans votre dernière réponse que la médiocrité nous fait connaître certaines choses dans un certain cadre, mais elle nous en fait ignorer d'autres. Donc, on ne peut pas développer de connaissances sur certains objets. Et là, je vais peut-être faire un petit détour, vous me le permettrez, mais dans une chanson de Richard Desjardins qui a préfacé votre ouvrage Paradis sous terre, la chanson intitulée « Il va toujours y avoir », au départ, il nous dit qu'il ne connaît pas le nom des étoiles dans le ciel, ni des rivières, ni des oiseaux. Il ne connaît pas non plus le nom de ses voisins. Comment, finalement, cette connaissance-là, qui n'est pas nécessairement reliée avec la médiocratie, ou du moins la médiocrité, mais comment cette connaissance des choses nous a été... en fait, on est devenu étranger à tout cela. Puis, si je peux me permettre, sans surinterpréter la chanson de Desjardins, il nous dit aussi qu'il y a des choses qui ne vont jamais changer. Il va toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent. Il va toujours y avoir aussi de la neige au mois de janvier. J'espère. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, dans ce que vous appelez l'inouï, on n'est pas sûr qu'il restera toujours de la neige au mois de janvier. Ouais, il y a deux questions ici, deux grandes problématiques. Je pense que d'une manière intuitive, là, c'est pas nécessairement un complot, c'est pas vraiment ourdi, c'est pas vraiment nécessairement conscient, mais en fonction de ses intérêts bien compris, le capital esquive des questions et souhaite qu'on les esquive collectivement parce qu'elles fâchent.
J'ai été poursuivi pour 11 millions de dollars pour un livre que j'ai fait sur le rôle du Canada en Afrique, notamment ses sociétés minières. Et ça a donné lieu à deux combats. C'est un combat pour réfléchir, citer, nommer ce qu'il en est du rôle hautement problématique d'entreprises canadiennes en Afrique en ce qui concerne les droits de la personne, la santé publique, la sécurité, ainsi de suite, la saine gestion des finances publiques, ainsi de suite. Et il y avait la question de la liberté d'expression. On traitait en parallèle, on disait, bon, on a le droit de citer des sources, ainsi de suite, de les colliger, de les présenter, d'inférer comme ça un certain nombre d'analyses. Bon. Et moi, j'ai toujours dit, ça va ensemble. C'est parce qu'il est question de l'Afrique et du rôle de l'Occident en Afrique qu'on cherche à censurer. Parce que l'Occident ne peut pas supporter qu'on lui tende un miroir sur son rôle impérialiste, violent, destructeur, spoliateur en Afrique. Et si l'Occident admet ce qu'il en est de son rôle historique en Afrique, il ne peut plus tenir le discours complaisant à son propre égard par ailleurs. Parce qu'il y a une contradiction frontale entre ses prétentions droits de l'homiste, progressistes, libérales et quoi encore, et ce qu'il en est de l'action réelle et dévastatrice des entreprises et du capital occidental en Afrique. Donc, ça va ensemble. Et la question de la censure ici mérite d'être approfondie. La censure est un mot qui, j'en ai parlé dans un livre qui s'intitule « Faire l'économie de la haine ». La censure est un terme qui est lui aussi polysémique. La censure, elle existe de manière bête et méchante, surtout dans des régimes totalitaires, où là, on va littéralement proscrire un certain nombre de choses. Il va y avoir même des bureaux de la censure, et un film, un livre, ainsi de suite, ne pourra pas être exposé au public sans être passé par le regard scrupuleux de fonctionnaires ou d'agents de la censure d'un bureau nommément consacré à la censure. Mais la censure, elle peut exister sous la forme de la menace sourde et indirecte. Hein. Et donc, là, tout d'un coup, on crie de l'autocensure. Hein. Donc, l'autocensure, parce que quand même, il y a des choses qui fâchent. Je n'ai pas encore ma permanence, j'ai des bouches à nourrir, j'ai une hypothèque à payer, j'ai quand même des avantages. Donc, ceci, j'en parlerai pas. Cela, je vais le gommer. Ça... Bon, ça, c'est l'autocensure, quoi, ou les censures indirectes, c'est-à-dire... tu peux toujours dire tout ce que tu veux, mais à un moment donné, tu seras au chômage. Quoi. Bon, c'est une espèce de menace comme ça où je t'empêche pas, mais bon, je t'empêche. Bon, c'est pas aussi officiel, quoi, c'est officieux. Et il y a surtout, et c'est là que je voulais en venir, la censure au sens psychanalytique. Sigmund Freud, je ne sais plus dans quel terme, je pense que c'est dans les écrits de 1915, Métapsychologie de mémoire, parle de la Zensur en allemand, la censure. Et la censure, là, c'est sur un plan inconscient. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où, quand on est bien aliéné dans sa société, bien structuré, déterminé, conditionné par sa société, étant donné notre éducation, ce qu'on nous a dit à l'école, dans la famille ou dans les milieux professionnels et puis dans tout l'entre-gens social, on est inconsciemment. On éprouve un malaise lorsque tout d'un coup surgit une question dont on sent qu'elle peut fâcher. Et c'est même pas conscient. C'est un malaise, un infra-malaise, quelque chose d'à peine perceptible qui surgit pour nous amener à nous garder de dire quelque chose. Et je l'ai vécu d'une manière assez frontale quand je suis arrivé en Amérique du Nord en 2005, là, par là. C'est-à-dire, moi, à l'âge de 20 ans, je suis allé étudier en France et du point de vue des études, je suis français. C'est-à-dire que là, je peux même parler de papier. Tous mes diplômes sont français de la première année d'études à l'université jusqu'à la thèse. Bon, j'ai fait l'intégralité de mes études en France. Donc, je suis français du point de vue de l'institution universitaire. Bon. Et qui plus est, je suis un diplômé d'institution universitaire expérimentale. C'est l'Université de la Sorbonne Nouvelle et l'Université de Vincennes à Saint-Denis, où professaient essentiellement des gens qui avaient fait mai 68. Et là, on citait Foucault, on citait Marx, on citait l'écoféminisme, on citait Gramsci, Lukács, je veux dire, nommez-les.
Hein? Et puis c'était autant, on veut dire, le structuralisme, le post-structuralisme, la déconstruction, le marxisme, Foucault. Bon. Et quand je suis arrivé, moi, ici, naïvement, je me suis mis à parler de tout ça. Puis on me dit, chut, mais t'es fou! Tais-toi! Parle pas de ça ici. Il parle de à la rigueur, Hannah Arendt, mais va pas plus loin. Bon, pourquoi? Parce que. Et là, ça m'était dit sous la forme du malaise. C'était même pas rationnel. C'est qu'on on pouvait même pas croire que je pense que j'aurais découpillé une grenade et je l'aurais lancée, on aurait été moins surpris. Bon, donc là, ce qu'on voit, c'est à quel point la censure fonctionne pour qu'effectivement des choses ne soient pas dites, mais encore une fois, c'est pas ourdi sous la forme du complot. C'est beaucoup plus intégré et complexe et puissant aussi. Et donc, la médiocratie fonctionne également selon ces modalités-là. Vous parlez de censure et même d'autocensure, dans le sens où, comme vous l'avez dit, de par des structures sociales, une influence extérieure, on peut ressentir un malaise. Est-ce que cette forme de malaise-là peut uniquement être perçue de manière négative? Dans le sens où la censure va limiter le discours qui pourrait être synonyme de progrès d'une certaine manière, ou, je veux dire, mettre le point sur des éléments qui peuvent être, changés. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une manière positive, sans dire que c'est seulement positif, là, mais est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une manière positive de comprendre ce sentiment-là d'autocensure qui est créé par des institutions dont l'objectif premier n'est pas l'autocensure, mais dont indirectement suppose une forme d'autocensure, et tout ça au nom d'une cohésion sociale? Ben, disons qu'effectivement, j'ai répondu à la question d'une manière restreinte parce qu'on parlait de gouvernance, d'entité, du capital, et ainsi de suite. Donc, c'est dans sous cet angle-là que je l'ai abordé. Mais sinon, bien évidemment que il y a une forme de refoulement qui prévaut tout le temps dans la vie sociale. C'est le propre même de la vie sociale. Là, ici, il n'y a personne qui laisse libre cours à tout ce qui peut, en profondeur, s'élaborer sur un mode primaire, quoi, et pulsionnel. Bon, bien sûr. Bon. Mais cela dit, je crois pouvoir dire, à partir des travaux en marketing, en management, les formes d'intimidation, les techniques psychologiques de manipulation, qu'il y a un dessin plus ou moins clair, mais quand même clair, à un certain titre, pour s'assurer qu'on rende indicible un certain nombre d'idées, un certain nombre de propositions, que ce soit simplement inavouable. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans une période, je n'ai pas tout à fait répondu à la question précédente, mais on est dans une période où, en laissant traîner des sujets cruciaux comme celui des bouleversements climatiques, en refoulant, en taisant, en banalisant, en réduisant un certain nombre d'enjeux, comme celui de la perte de biodiversité, en faisant comme si cette question inédite des bouleversements climatiques pouvait être réglée par la suppression des pailles en plastique dans tel restaurant, en pervertissant la critique des entreprises et du développement, qui a été leur dada, dans un tour de passe-passe qui consiste à faire passer le développement comme le sujet de l'écologie, avec le développement durable, plutôt que l'objet de la critique, on a contribué à forcer le silence sur un certain nombre de problèmes, à rendre impossible une élaboration discursive. Et ça, c'est une forme de censure qui fonctionne d'une manière sémantique. C'est-à-dire que dans le domaine, dans le vocabulaire public, on a le pouvoir d'influencer lorsqu'on est puissant. On peut créer des instituts, on peut subventionner des travaux, on peut infléchir le cours de la discussion publique, on peut jeter dans la mêlée des termes qui vont devenir obligatoires. On crée des angles morts. C'est que dès lors que vous utilisez un mot, ce mot-là vous empêche de voir des choses. Si vous parlez de politique, vous êtes capable de parler de services publics. Si vous parlez de gouvernance, vous ne voyez plus les services publics. Si vous parlez de clients, vous ne voyez plus la citoyenneté. Dès lors que vous utilisez un certain nombre de mots, vous créez des points aveugles, des angles morts.
hein, et le vocabulaire que vous utilisez contraint une personne à cadrer d'une manière idéologique un certain nombre de problèmes et à se montrer incapable de les penser sous une forme possible dès lors qu'on modifie le lexique. Bon. Donc là, il y a quelque chose de grave qui s'ensuit. Dès lors qu'on laisse courir, croître des problèmes parce que ils ont été tus, forcément, censurés, à ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation que je qualifiais tout à l'heure, et vous repreniez le terme dans votre question, inouïe. D'un coup, là, vous êtes devant quelque chose qui est impensable. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec les termes de la gouvernance, avec les termes de l'idéologie d'extrême centre, vous ne pouvez pas penser, c'est même plus la crise, mais la catastrophe climatique. Vous ne pouvez plus penser un monde qui est tellement perturbé qu'il a mis à mal l'expression latine ancienne, ceteris paribus sextantibus, là, toute chose étant égale par ailleurs. Parce que plus rien n'est égal par ailleurs. Plus rien n'est fiable. Plus rien n'est stable. La côte bouge parce que c'est rode. La terre arabe devient du sable. Le terrain vague devient un marais. Le marais devient un terrain vague. L'espèce qui était confinée à un territoire migre au-delà des frontières prescrites par la théorie et la loi de la nature parce que le climat change tellement qu'il est amené à migrer. L'ours brun rencontre l'ours blanc. Vous avez des insectes qui, tout d'un coup, redoutables, perturbent des équilibres agricoles. Voilà. Et là, ça devient impensable. Et plus c'est impensable, plus on rajoute une couche d'idéologie pour, en quelque sorte, nous distraire de ce qui s'ouvre en termes de questionnement. Et plus ça s'ouvre, plus vous en rajoutez. Et à un moment donné, ça craque. Et là, il faut en arriver à un fou comme Donald Trump pour essayer de contenir la marmite, de contenir la pression. Parce que la pression est trop forte. Elle a trait au monde dans lequel on s'apprête à vivre. Et la force par laquelle la problématique surgit, parce qu'elle est de l'ordre des faits, est tellement grande qu'il faut lui opposer un déni aussi grand. Et bien évidemment que si on n'a pas la maturité politique et la grandeur intellectuelle requise pour penser adéquatement le phénomène objectif face auquel on est, ça va simplement éclater d'une manière violente et dramatique. Et cela, on le doit à l'origine à des modalités subtiles de censure qui ont procédé de l'intimidation et de l'idéologie. C'est-à-dire, l'idéologie, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de déguiser un discours d'intérêt en sciences et de cadrer, de formaliser un discours de façon à convenir à des intérêts plutôt qu'à une étude désintéressée du réel. Et cela nous coûte collectivement, maintenant, vraiment très cher. À plusieurs reprises, soit dans vos écrits ou dans vos prises de parole, vous dites que penser, c'est comparer. C'est une expression finalement essentielle, je pense, à votre propos. Vous mettez aussi le doigt sur quelque chose, je crois. Lorsque vous parlez d'inouï, moi, à ma lecture de faire que, c'est le terme, je pense un des termes qui me manquait pour comprendre la question. Par contre, je pense, face à l'ampleur et des phénomènes auxquels nous faisons face aujourd'hui, nous sommes bel et bien dans l'ère de l'inouï. Par contre, est-ce que, je veux dire, la civilisation, mais avons-nous déjà fait face à des situations d'inouï? Et si oui, est-ce que cette autre inouï-là ne pourrait pas servir de référent pour penser, pour comparer l'inouï d'aujourd'hui? Oui, c'est intéressant comme réflexion. Effectivement, l'inouï n'est pas inouï. Il n'est pas inouï que nous vivions quelque chose d'inouï. Bon, par son ampleur, sa violence, ainsi de suite, la Première Guerre mondiale avait quelque chose d'inouï, mais pas la Seconde. Bon, c'est-à-dire qu'on avait un précédent. Et d'ailleurs, au temps où, à l'aube de la Première Guerre mondiale, tout le monde partait enjouer, faire la guerre, comme si on allait faire jouer un match de foot. Mais vraiment, je veux dire, partout en Europe, la jeunesse était enthousiaste à l'idée d'aller faire la guerre. C'était le fun. C'est inimaginable aujourd'hui. Autant, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, on n'était pas du tout
cet état d'esprit-là. C'est-à-dire, à part Hitler et Mussolini et Franco, tous les autres pays se sont humiliés pour essayer d'éviter la guerre. On se rappelle les accords de Munich. Bon. Donc voilà, effectivement. Et donc, nous, ce que nous vivons d'inouï a atteint des proportions inouïes, précisément. Et c'est ça, l'inouï aujourd'hui, c'est l'ampleur d'un problème qui est celui de la perturbation du fonctionnement du système Terre. Sa perturbation de ce que j'appelle plutôt proprement l'économie de la nature. Bon, c'est-à-dire de cette façon qu'a eu, bon an, mal an, durant ce qu'on a appelé l'Holocène, avec toutes sortes de perturbations très graves. Là, le terme est un petit peu c'est anesthésiant intellectuellement, mais comment on a eu, bon an, mal an, droit à une sorte d'ordre du vivant. Bon, à travers toutes sortes de contingences puis d'accidents, mais il y a quand même le vivant qui se vérifie, se perpétue. Bon. Et là, on arrive à... Le vivant va continuer, mais en ce qui concerne un référent pour l'être humain, puis aussi la disparition d'espèces entières. Là, on parle d'1 million d'espèces à terme. 1 million d'espèces à terme. Bon, qui menacées de disparition, étant donné le mode de vie industriel et capitalistique des puissants, qui portent une part de responsabilité extraordinaire. On n'a pas le cerveau qu'il faut pour penser ça. On n'a pas le cerveau pour penser un monde dans lequel ce sur quoi nous faisions fond pour penser l'occurrent, l'événement, l'anecdote, le singulier, ce sur quoi les variables faisaient fond pour être pensées, lui-même bouge. Il n'y a plus de fondement. On se peut dire la rivière dans laquelle mon père et ma grand-père me disaient, mes parents, jusqu'à mon arrière-grand-mère, puis les Autochtones s'est baigné à tel cycle, de telle manière. Tout ça, je peux même plus, en une génération, je peux même plus m'en approcher des algues bleues, l'eau est plus potable, il n'y a plus de poissons. En une génération. Là, vous dites, il y a plus de référent de base, mais c'est inouï. Je veux dire, quand on essaie de le penser, comme on a... Puis penser, c'est effectivement comparer. Ça, c'est la raison et comparaison. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de penser à, en fonction de... évidemment, en cherchant des spécificités après coup, mais ça nous fait penser à, et après ça, dans un deuxième temps, on identifie les particularités. Et le passé colonise tellement, de toute façon, la pensée présente, que parfois, on a de la difficulté à ne pas se laisser coloniser par elle. Par exemple, l'épisode COVID nous a montré que je pense qu'on était trop habité par des récits de malaria, puis de lèpre, puis ainsi de suite, pour penser la spécificité de ce que nous vivions pendant cette période-là. Donc, puisque nous nous référons à des grands récits comme l'Apocalypse, on est en mal de récits pour... Et là, vous avez le cinéma hollywoodien qui se vautre là-dedans puis qui nous montre des apocalypses, en veux-tu, en voilà. Bon, ce qui ne nous permet pas du tout de penser la suite. Alors, moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. C'est que d'une part, si on veut avoir des points d'appui pour penser, on a besoin des artistes et des écrivaines et des écrivains pour nous donner des fictions qui vont suppléer au manque de référents historiographiques pour qu'on puisse penser le singulier dans lequel nous sommes à partir d'éléments. On peut pas penser dans le vide. Et les récits d'anticipation, les œuvres d'art, le land art, ainsi de suite, sont autant de façons de, au fond, s'emparer d'un problème grâce à la fiction. Mais si on ne le fait pas, et si on n'a pas la force de transformer cette situation inouïe, qui est une situation angoissante, à proprement parler, si on n'a pas la force de transformer cette situation angoissante en une série de projets, eux aussi inouïs, parce que l'inouï répond à l'inouï. Si vous êtes devant une situation inouïe, il faut que vos idées soient inouïes pour correspondre, sinon vous êtes vous êtes en retard. Bon, et si on n'a pas cette force-là, à ce moment-là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des faux fuyants, des faux semblants, des objets de substitution. D'où l'essor de l'extrême droite. L'essor de l'extrême droite, c'est une façon de donner aux gens en pâture toutes sortes de sujets vulnérables, des boucs émissaires, pour vous éviter, vous permettre la paresse. C'est-à-dire vous éviter de devoir penser
la spécificité du monde dans lequel on est, en vous disant « Ah, ben c'est bien, cette figure-là, minoritaire, ultra vulnérable, qui est responsable de tout, je vais me vautrer sur elle, je vais lui tomber dessus à bras raccourcis, je vais faire comme si c'était elle le problème, je vais procéder par ablation, je vais l'exclure, l'exterminer, l'expulser, tout en ex, quoi, en autant que ce soit un ex, c'est bon à prendre, et je vais faire comme si l'ablation pour laquelle je milite sera la solution à tous mes problèmes, de façon à ce que je puisse retourner dans le formol de l'histoire, la bêtise, la haine, la tristesse, l'unicité d'une seule cellule de ceux qui veulent se tenir au chaud et faire un avec eux-mêmes, en se vautrant dans la pulsion de mort. Cette manière de voir l'objet de pensée réfère certainement à l'idée de penser, c'est comparer, puis aussi d'une certaine manière à l'idée de l'emploi, de l'inversement du que faire, en faire que. Mais l'objet de pensée peut être perçu comme une réaction à une situation d'angoisse qui, comme vous l'avez dit, va prendre la forme d'un objet de substitution. Puis j'aimerais vous entendre sur est-ce qu'il y a différentes sortes d'objets de substitution? Oh, tout à fait. Puis, d'une autre part, d'une part, c'est ça, les différents objets de substitution. Puis d'autre part, en quoi, peut-être de manière plus positive cette fois-ci, en quoi l'objet de pensée permet non de réagir à l'éco-angoisse ou à l'angoisse de manière plus générale, mais à la surmonter? Ouais. Ben, dans un premier cas, je ne ferai pas toute la taxinomie, mais je m'étais intéressé à faire tout un éventail d'objets, de conversion, d'hystérie, et ainsi de suite. Mais il a entendu qu'on peut dire qu'il y a principalement un objet de substitution redoutable qui est, en fond, la brochette de bouc émissaire que l'extrême droite nous offre sur un plateau d'argent si on est angoissé et puis dans une sorte de désarroi historico-politique. Voilà, on se vote là-dessus, puis on n'a plus à penser parce qu'on nous a dit que les méchants, c'est eux, puis dès qu'on s'en débarrasse, tout ira bien. Bon, je dirais que peut-être que dans la gauche libérale et sociétale, il y aurait peut-être une exaltation de questions qui, à la base, sont tout à fait pertinentes sur l'identité, par exemple les identités sociétales, sur la base de l'orientation sexuelle, de la définition de soi, mais qui prend des proportions telles, presque exclusives, que j'y vois aussi un risque d'objet de substitution où tout d'un coup on s'enferme dans des considérations sociétales pour éviter de devoir finalement penser à un ordre social avec ces enjeux brûlants et immédiats, quoi, à savoir le sort même de l'humanité, quoi. Bon, il y a aussi des objets de conversion qui fonctionnent de manière synecdotique, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous prenez un problème par le plus petit bout et vous vous y tenez en feignant de s'attaquer à son intégralité. Hein, je reviens sur mes histoires de paille. Je veux dire, vous réduisez le problème écologique à une affaire de paille de plastique ou à des emballages avec des arbres tous plus verts les uns que les autres. Et à ce moment-là, vous vous donnez l'impression de vous attaquer au problème. Ou d'une manière plus large, vous adhérer à des notions tout à fait idéologiques comme le développement durable, la transition énergétique et quoi encore, la géo-ingénierie, en vous persuadant à peu de frais que voilà, des experts et des entités capitalistes sont devenus écologistes et travaillent à faire en sorte que le monde devienne plus vert, plus propre, avec des propositions tout à fait débiles. Je veux dire, si vous lisez, par exemple, ce qui s'écrit sur le développement durable, on vous dit que le développement durable, c'est une théorie politique qui consiste à s'assurer qu'il y ait l'égalité dans le monde, un monde des affaires prospères, une écologie durable. Mais il faut arbitrer. Le problème, c'est on prétend tout faire à la fois, mais évidemment qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait des changements. On ne peut pas promettre la lune à tout le monde. Bon, et on est à se faire servir ça. Il y a des universitaires qui osent, toute honte but, servir ça en matière d'enseignement à leurs élèves, à leurs étudiants en classe, faire lire des ouvrages, entre guillemets, là-dessus, alors que c'est de la pure idéologie, c'est du pipi de chat, et ça continue. Et il suffit d'avoir des titres, une subvention, l'aval de je ne sais quel pouvoir pour se donner un peu de consistance, quoi, là-dedans. Bon, donc tout ça, ce sont des objets de substitution d'un titre ou un autre, mais qui consistent en quoi? En quoi on les reconnaît comme objets de substitution? À jeter son dévolu sur des propositions
pseudo-théoriques, et bancales, et boiteuses, et sottes, qui ne sont pas adéquates aux problèmes, qui ne sont pas dignes des problèmes, qui ne sont pas à la hauteur des problèmes, et consistent en fait à gagner du temps pour un régime à bout de souffle, quoi. Bon, maintenant, si vous donnez des objets féconds, ces objets-là, ils doivent correspondre à deux grandes caractéristiques. Être lucide et être joyeux. Très important. Je le dis souvent, la lucidité sans la joie, c'est le désespoir, c'est la déprime immédiate. La joie sans la lucidité, c'est la bêtise. Bon. Ensemble, on a un alliage difficile à composer, mais qui peut être pertinent. Sur le plan de la lucidité, je trouve intéressant que Baptiste Morisot nous parle d'un monde chimérique. Alors, un monde chimérique, c'est-à-dire un monde dans lequel des choses qui ne devaient pas se rencontrer se rencontrent, des perturbations qui provoquent des situations inouïes, justement, inédites, impensables, qui déjouent les lois des sciences de la nature, ainsi de suite. Donc, et là, il faut politiquement penser aussi sur un mode chimérique, si vous voulez. Moi, je préfère dire inouï, mais bon, on se recoupe, là. Bon. Et je crois, au fond, que surmonter, comme vous le disiez, l'angoisse, d'une expression que j'utilise moi aussi par commodité, n'a pas tout à fait de sens en réalité. Il faudrait plutôt dire investir l'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est un réservoir d'énergie. C'est une énergie qui n'a pas d'objet. C'est une énergie qui n'a pas de dessin, S-S-E-I-N. C'est une énergie qui n'a pas au fond, de concept. Donc, qui est en mal de concept. Il y a une énergie à l'air libre qui est dégagée de toute forme, qui est tout bon. Et au fond, mais c'est une énergie brute qu'on peut chercher à mobiliser du moment qu'on en use à des fins créatives. Là, si vous vous donnez des concepts, des perspectives, un dessin, des désirs qui sont en phase avec les problèmes en tant que vous les regardez en face sur un mode joyeux parce que vous osez vous composer avec quelque chose d'extérieur à vous, sur un mode adéquat. Là, je fais du Spinoza, là. Bon, à ce moment-là, vous faites en sorte que cette énergie de l'angoisse ne soit plus anthropique. Ne soit plus dans l'état d'entropie, mais qu'elle soit en quelque chose se coagule ou enfin se rassemble, se jugule de telle façon qu'elle vous serve. Pour ma part, c'est un parcours qui est le mien, il n'est pas exclusif, mais pour ma part, le terme de biorégion a fini par être cet objet-là. Enfin, un concept politique qui n'est pas privatif, où il ne s'agit pas seulement d'être anti, an, contre, ex et quoi encore, mais où il s'agit de penser quelque chose, de le souhaiter, au nom de quoi ensuite on peut être anti, an, quand il s'agit de s'opposer, mais par rapport à un dessin qui est supérieur et qui est ce vers quoi on s'aligne. Et la biorégion, qu'est-ce que c'est? C'est un ordre politique qui va s'imposer à nous quand il y aura un dysfonctionnement radical de la mondialisation industrielle qui est si fragile, c'est un géant pays d'argile, qu'il faudra réapprendre à habiter son territoire à une échelle régionale sur un plan politique qui est celui du sensible ou dans un entre-genre relativement restreint, on s'organise quant à des besoins de base qui supposent bien évidemment un passage très difficile à une décroissance subie et subite, mais néanmoins nécessaire parce que nous surexploitons la biosphère et qu'elle ne pourra pas plus longtemps, tellement plus longtemps, subir tout ce qu'on lui impose. Et donc, la biorégion, c'est le nom de cet ordre politique à venir dans lequel on se pense en tant qu'on fait partie d'une synergie territoriale, laquelle suppose politiquement qu'on admette comme sujet de la pensée solidaire toutes les espèces. On fait de la politique en fonction du lombric, en fonction de l'abeille, en fonction de la grenouille, en fonction des arbres, en fonction de tout ce qui fait que les milliards d'événements qui ont permis l'élaboration de ce lieu qu'on habite persistent. Ce biorégionalisme qui demande une certaine forme d'organisation sociale, vous l'avez dit, c'est un ordre politique, entre autres, doit nécessairement...
comme ça que je le perçois, peut-être ai-je tort, mais s'articuler avec une forme de participation citoyenne. Aujourd'hui, on se dit en crise de la démocratie, on cherche ces liens-là, Oui. on va voter, on est en quête de sens, puis l'action semble parfois très loin, du moins pour plusieurs. Oui. Je me demande, peut-on dire que voilà, cette biorégion, cet idéal biorégionaliste doit, ou du moins redéfinit ce qu'est l'engagement politique? Oui et non. Oui, sur un plan minoritaire, c'est-à-dire que les éco-angoissés, hein, qui font cas de leur angoisse et ce qu'ils appellent souvent à tort l'éco-anxiété. Je n'ai pas le temps de revenir sur le distinguo. Mais les éco-angoissés sont appelés à se mobiliser sous la forme d'une avant-garde pour penser les conditions de la biorégion, faire un recensement des forces, des talents, des aptitudes, des dispositions, des atouts, en fonction, éventuellement, de besoins, d'urgence, de crise, puis d'aspiration aussi, en fonction de savoir technique, philosophique, politique, organisationnel. Bon, évidemment que tout ça se fait à la marge. Mais on n'a pas à prendre sur nous le déni des autres. On n'a pas à prendre sur nous l'apathie des autres. Travaillons en toute amitié avec celles et ceux qui partagent cette émotion et cette conscience et cette inquiétude et ces préoccupations. Et sous une forme peut-être marginale, voire dérisoire, créons des laboratoires, lançons des initiatives, essayons-nous à des formes d'organisation plus autonomes, plus responsables, plus cohérentes, plus conscientes, en sachant que ces formes qui pourront être regardées de haut par les ignorants sont les modèles de demain, sont les laboratoires de la façon dont il faudra demain s'organiser par la force des choses. Et là, ce que j'appelle une avant-garde, celles et ceux qui se seront constitués à la marge de cette façon-là et qui offriront au commun les formes d'organisation de demain, seront celles et ceux vers qui on se tournera lorsqu'il y aura désarroi. Lorsque tout d'un coup, il y aura, à moyen ou long terme, des pannes d'électricité. Lorsqu'il y aura des prix d'approvisionnement dans les lieux de distribution alimentaire. Lorsque il faudra apprendre à réparer un certain nombre d'appareils. Comble du malheur, lorsqu'il n'y aura plus de bière dans les dépanneurs. Bon, quand il y aura vraiment des seuils critiques. Bon, là, on saura, il faudra qu'on sache. Il faudra que ce soit fait connaître, celles et ceux qui ont une longueur d'avance, pour qu'on se dise, il y a peut-être là quelque chose, et il y a nécessairement là un espoir de s'organiser autrement parce que nous sommes laissés à nous-mêmes, et c'est ça la biorégion. La biorégion, c'est d'abord un phénomène qui est le contraire du séparatisme. C'est pas qu'on veut se séparer d'un tout plus grand, c'est que le tout plus grand, en quelque sorte, nous laisse en situation de déréliction. On est abandonné, on est laissé à soi-même parce que l'État central n'a plus les moyens de nous envoyer des petits chèques quand il y a une énième épidémie, ce qui sera le cas avec les zoonoses, la perte de biodiversité, qui n'a plus les moyens de s'occuper de nous lorsqu'il y a des incendies de forêt partout, lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a un imbécile en face avec qui il faut essayer de négocier, lorsqu'il y a tout ce qui peut surgir en même temps. Il faudra apprendre à s'organiser entre nous. Et la course contre la montre concerne le fascisme. Est-ce qu'on est capable d'instaurer ce mode de pensée-là, solidaire, économique, au sens où je l'entends, philosophiquement, plutôt que de faire face au premier connard qui va s'y faire dès lors qu'il y a une situation de panique pour rameuter une garde rapprochée à l'encontre de tous les autres. La dialectique, hélas, s'annonce ainsi. La biorégion, de la manière que vous le présentez, c'est quelque chose qui va beaucoup se mettre en branle par le constat, comme vous avez mentionné, d'un État central qui, face aux catastrophes naturelles, se veut limiter dans son apport qu'il peut apporter. Donc, à un niveau plus local, les gens vont être apportés à se serrer les coudes, s'entraider. En pensant la biorégion d'une telle manière,
est-ce qu'on peut concevoir, vous parlez d'engagement politique à l'heure de l'inouï, est-ce qu'on peut concevoir, une fois qu'on a atteint, je sais qu'on reste dans l'ordre de l'objet de pensée, mais une fois qu'on a atteint quelque chose qui ressemble à cet objet de pensée qu'est la biorégion, est-ce qu'on parle de quelque chose qui dépasse l'engagement politique? J'ai pas de terme exact, mais au-delà de l'engagement Oui, politique. qui serait une forme de citoyenneté nouvelle. Déjà, pour être précis sur un certain nombre de points, parce que la biorégion est une question à plusieurs tiroirs. La biorégion n'empêche pas d'être, je vais le tourner comme ça, n'empêche pas d'être polyglotte sur un plan politique. Et la biorégion permet d'avoir ce souci-là et de réfléchir à cette perspective-là, hautement vraisemblable, hélas, à savoir qu'on soit relégué à soi-même, dans un contexte multicrise, où c'est pas nécessairement sa région qui sera en crise, mais il peut tellement y en avoir qu'à un moment donné, on se dit on a intérêt à s'organiser avant d'être comme ça, baba, devant une situation grave. Qui fait quoi? Qui sait faire quoi? Comment on peut s'entraider? Comment on pense la crise? Bon. Et aussi comment on pense simplement à une autonomie parce que les bris d'approvisionnement peuvent survenir de manière suffisamment saccadée pour qu'on puisse commencer à voir venir. Quand il y a eu dans la péninsule acadienne où j'habite un phénomène de pluie de verglas en 2017, tout d'un coup, les gens, sans qu'il y ait vraiment de cause à effet logique, se sont mis à se fabriquer des serres. Parce qu'il y avait une sorte d'inquiétude qui est née et qui a débouché sur cet acte-là assez fécond. Donc, ça peut se faire comme ça. Mais ça n'en empêche pas d'être polyglotte. Moi, je vous parle de biorégion, puis demain, je vais discuter avec Yves Engler, qui est candidat à la direction du nouveau Parti démocratique. Et je le vis fort bien. C'est-à-dire que je suis polyglotte politiquement. Je parle sur cette langue visant à donner un peu de sens à des situations inouïes et à donner une perspective d'agir, parce qu'on sera fort probablement contraint dans les décennies à venir à s'organiser sur une échelle beaucoup plus petite et d'une manière assez subite. Mais en même temps, on peut encore penser les politiques publiques. On peut encore penser ce qui échoua au gouvernement fédéral, tant qu'il est là. Ce qui ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'espoir. On suit ce qu'il fait, on le talonne, on l'agace, on le regarde, on lui montre qu'on le regarde. Parce que en ce qui concerne, par exemple, l'État fédéral ici, c'est pas seulement qu'il ne sait pas répondre à d'éventuelles crises ou à des crises bien réelles, comme les incendies de forêt qui sont récurrents été après été, c'est qu'il est responsable de la situation. C'est pas simplement qu'il ne sait pas réagir, c'est qu'il l'a provoqué avec sa complaisance extraordinaire, lui et tant d'autres États. Donc, il s'agit d'agir sur ces plans-là, en sachant que la biorégion n'est pas un concept hegelien. Il ne s'agit pas de relever toutes les anciennes formes en les avalant dans une forme nouvelle qui se veut révolutionnaire, absolue. C'est pas ça du tout. C'est simplement qu'à un moment donné, il faudra apprendre à habiter son territoire autrement qu'en l'exploitant. Parce qu'on aura besoin de lui, parce que c'est tout ce qui nous restera. On se dit, j'ai peut-être intérêt à prendre soin de mon territoire, parce que si on fait de la monoculture, à un moment donné, on va en avoir marre de manger du maïs, si c'est tout ce qu'on a cultivé, ou des bleuets. On va vouloir recourir au territoire dans une économie qui consiste à s'inscrire en lui, en même temps qu'on inscrit en lui toutes les espèces qui le constituent, à proprement parler, dans une conscience écologique qui va devenir nécessaire. Et en même temps qu'on pense ça, on peut penser sur différents plans, bien sûr. Vous parlez de manière de reconceptualiser, de vivre notre territoire, qui est clairement nécessaire à l'époque à laquelle nous vivons, une ère qui est considérée comme étant inouïe, comme vous le dites. Cela nous apporte, du moins vous apporte, à reconceptualiser une certaine hiérarchie qui se trouve entre la géographie d'une part et la politique d'autre part. Comment peut-on penser des communautés, toujours dans l'esprit de réflexion, là, comment peut-on penser les communautés comme non pas habitant sur le territoire, mais faisant partie du territoire? Est-ce que ça ne demande pas une normativité qui dépasse une forme anthropocentrique? Termes qui vont dans ce sens-là, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans la perspective biorégionale, c'est que dans le terme géopolitique, géo est aussi important que politique. On ne fait pas de la politique sur la région. On fait contre elle, contre Gaïa, qui est
Bon, le nom de cette déesse qui est étymologiquement à la source du mot géographie. Bon. Mais en s'intégrant à ces dynamiques qu'on apprend à connaître et à chérir. En ce qui nous concerne spécifiquement, là, je me permettrai de faire un clin d'œil à un essai qui s'intitule « Bande de colons ». Il nous incombe, enfin, et c'est tout à fait nouveau pour nous, d'essayer de ne plus être des colons. Ça, c'est dur. Parce que nous, eurodescendants, nous comportons sur ce qui est devenu, de fait, notre territoire, comme s'il était un territoire autre. Comme s'il nous était étranger, ce territoire, et qu'il n'était là que pour être exploité aux fins de marchés étrangers. Parce que le Canada est une colonie et que notre culture est coloniale. Et nous le faisons à notre propre détriment, parce que nous, classe moyenne, machin, bon, nous ne sommes pas des colonisateurs. Et si nous sommes honnêtes, malgré ce qu'on peut dire les indépendantistes québécois dans les années 1960-70, nous ne sommes pas des colonisés. Nous sommes des colons. C'est-à-dire que nous avons été les employés, les subalternes, les petites mains, les agents du projet colonialiste, qui a profité aux 1%, disons, aux colonisateurs, qui sont les McGill, Molson, bon, toute la bande, Van Horn, qui ont, eux, profité du projet colonial en même temps qu'ils étaient ministres, juges, actionnaires et quoi encore. Bon, ils occupaient toutes les fonctions dans un conflit d'intérêts absolument scandaleux. L'histoire du Canada est l'histoire d'un scandale, quoi. Bon, d'un conflit d'intérêts absolument pharaonique. Bon, et donc, ce pays s'est perpétué sur un mode un petit peu autonome, mais toujours colonial, de telle sorte qu'aujourd'hui, la seule question qu'on est capable de se demander, c'est comment on va vider le pays de ses richesses en faisant de l'extractivisme. On extrait d'un territoire une composante qui fait pourtant partie de son économie pour l'exporter dans l'espoir d'avoir un revenu qui nous permet ensuite, à notre tour, d'aller dans les grandes enseignes, Walmart, Canadian Tire, tout ça, se procurer des biens marchands qui ont aussi été produits en écœurant d'autres peuples ailleurs pour extraire ce qui appartenait à leur sol. Et donc, on est dans un extractivisme mondialisé qui fait qu'on est invité à agir un peu partout dans le monde comme des colons qui sont prêts à scier la branche sur laquelle ils sont assis dans l'espoir d'avoir un peu de sous pour acheter à d'autres qui scient aussi leur branche. Bon, et c'est ce qu'il faut rompre. Et si on comprend, quand on est laissé à soi-même, que ce territoire qui est le sien est en dernière instance tout ce qui nous reste, il faudra apprendre à le réhabiter, ce qui est un terme central de l'approche bio-régionale, une approche qui a une cinquantaine d'années théoriquement, là, qu'on doit à Alan Van Newkirk, un Américain qui vivait en Nouvelle-Écosse. Bon, donc, il faudra réapprendre complètement à réhabiter, beaucoup plus frugal, humble, mais aussi peut-être plus joyeuse, avec moins de burn-out, moins de dépression nerveuse, moins de psychotropes. Pour l'atteinte de ce dessin politique, bon, qu'il soit bio-régionaliste ou quelconque, bon, qu'il soit enviable en ce qui nous concerne, il semble nécessaire d'y avoir quelque chose comme la confiance. Tout à l'heure, j'ai mentionné la crise de la démocratie. Bon, ça se matérialise aussi dans une crise de confiance, bon, certainement envers les institutions, mais parfois envers nos concitoyens, nos voisins. À ce sujet, Zimmel, que vous connaissez, bon, la décrivait comme étant une des forces de synthèse les plus importantes au sein de la société. Et bon, sans vouloir poser de diagnostic, je ne crois pas que la confiance ait rendue totalement effacée de notre quotidien, mais on doit faire face quand même à ce déficit-là. Donc, est-ce que la confiance est une condition de possibilité de la biorégion? Puis comment est-il possible de la surmonter sans que cette confiance-là soit aveugle, finalement qu'elle soit fondée sur le réel, avec de véritables liens de réciprocité? En fait, la biorégion résulte de la conjonction d'une avant-garde et d'un état de fait. Bon, si on n'a que l'état de fait, on va sombrer dans une guerre civile.
Et si on n'a que l'avant-garde, je veux dire, on va rester dans une sorte de marginalité, mais c'est qu'en fait, la conjonction, les conditions de possibilité de la biorégion, c'est que tout d'un coup, il faille se débrouiller au moment où les conditions de possibilité d'un capitalisme marchand tel qu'on l'a connu ne soient plus réunies, en tout cas pour notre classe sociale, classe moyenne. Peut-être que ça va perdurer pour d'autres, mais en tous les cas, qu'on bascule dans la majorité des gens de la planète qui ne bénéficient nullement du capitalisme là, comme consommateurs. Là. C'est 80% à peu près des gens dans le monde ne sont jamais consommateurs. Quoi. Ils sont seulement exploités pour une minorité dans le monde, dont nous faisons partie, pour le moment. Donc, c'est une rencontre entre des gens qui, tout d'un coup, se découvrent laissés à eux-mêmes, en partie, et qui doivent s'organiser, et puis une avant-garde qui... Mais cette question de la confiance, effectivement, elle se mérite. C'est-à-dire que cette avant-garde-là doit inspirer confiance, ou en tous les cas, une saine curiosité qui s'imposera lorsque on sera dans une sorte de désarroi ou qu'on verra autour de soi des gens le devenir et qu'on se posera des questions. Pour le moment, je ne dirais pas qu'il y a une confiance dans le régime actuel, extractiviste, productiviste, consumériste, capitaliste. Il n'y a pas une confiance folle qui règne, d'où l'angoisse, d'où les malaises, d'où la folie. Mais il y a une sorte de panique, à savoir que d'une manière crispée, braquée, sidérée, tétanisée, beaucoup de gens demandent à l'idéologie d'être vraie. Bon, c'est comme si on désespérait de croire au Père Noël parce que s'il fallait qu'on apprenne qu'il n'existe pas, notre monde s'écroulerait. Et on demande à ce régime que j'ai décrit avec une ribambelle de ismes, on lui demande d'exister. On lui demande d'être vrai. On demande à ses mensonges d'être vérité. On demande à ses abus d'être des normes. On demande à ses excès d'être de la sagesse. On lui demande l'impossible. Et on essaie de gagner une journée, puis une saison, puis une année, puis on essaie de le faire tenir encore longtemps. Et plus on tarde à admettre son caractère fallacieux, plus la chute sera raide. Monsieur Deneau, premièrement, nous voulons vous remercier énormément d'être venu avec nous. Merci beaucoup. Je crois parler... Du moins, je sais que je parle pour moi. Je crois parler pour Alexandre aussi lorsqu'on dit que, de un, c'était très enrichissant vous lire et discuter avec vous. Puis que, deuxièmement, nous sommes très heureux que vous ayez fait un détour dans votre parcours dans la belle province. Puis nous vous souhaitons bonne chance pour le prix finaliste. Bon retour, puis merci encore beaucoup. Merci à vous. Merci, c'était plaisant. Merci. C'est ce qui conclut un autre épisode de Éthique en pratique. Nous souhaitons remercier l'IDEA qui propulse ce projet. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!